Je voudrais commencer par peut-être par citer une partie des aveux non avenus pour se faire plaisir, ça va lui faire du bien. Donc c'est un texte des aveux non avenus donc qui s'intitule Sortir de l'eau. Donc sortir de l'eau avec un O. Un temple grec au loin fume par les 7 colonnes de ses cheminées d'usine, sans corps, sans bâtiment visible, suant le vert gazon. L'ère chrétienne en ruine va rejoindre les siècles où les années se comptent à rebours. Corps et âme, que les squelettes se ressemblent. La graisse, le superflu, les voilà, ce me semble, les distinctions individuelles dont nous nous rengorgeons. 7. Pour compter les objets identiques, il faut toucher l'espace. Je ne lirai pas mon chapelet des yeux. Une lettre constamment répétée est une lettre morte. Parlons-en des répétitions. J.H. m'a dit hier que j'étais un écureuil. Je grignote une noix, gourmande, à l'aise. Un gêneur survient, je fous le camp. C'est exact. Ne me poussez pas, vous en auriez la preuve. Je m'arrête, un pied levé pour fuir en cercle. Que puis-je d'autre dans cette cage où tourne l'écureuil furieusement? Furieusement, et pourtant il tourne. Il et elle. L'une, cage, ce prophète de l'inconnu, du énième vrai Dieu, a-t-il scientifiquement découvert la tangente? Peut-on trouver au fond de soi la vertu d'échapper à cet horrible anneau? Je crois, mais au conditionnel. Je voudrais croire. Et tandis que je prétends chercher à m'affranchir de la ronde machinale des mondes, des pensées fabriquées en série, du jeu des mots et des folles images, la racine de la 3e statue, bleuit à peine, pour rejoindre à jamais la veine de ma tempe. Fin de la citation. Donc la question, je regarde là pour savoir si je suis dans le temps. La question que je voudrais poser aujourd'hui est celle de la possibilité ou de l'impossibilité d'une sortie de l'œuvre chez Caïn. Donc sortie de l'eau, qui est sortie de l'œil, mais aussi peut-être sortie de l'œuvre. C'est-à-dire une sortie de la clôture de l'œuvre, de son enfermement dans la prison de son propre système. Et puis, je vous invite tout de suite, quand j'utilise des mots comme système et sujet, il faut entendre aussi l'aspect problématique de ces termes-là et non pas les prendre pour acquis. Donc, de son enfermement dans la prison de son propre système, de sa propre forme. Peut-être serais-je ici une voix discordante, mais tout autant par amour. Ne me prenez donc pas trop au sérieux, je ne tiens pas à la rectitude, seulement à frotter le texte à quelques autres qui l'ont suivi dans l'avenir, le gratter un peu, le trahir peut-être. Donc écrire contre soi, écrire comme on pique, comme on tue, inscrire l'œuvre sous le signe du non-avenu, proclamer à l'avance sa fin de non-recevoir, voilà des moyens de déclarer l'impasse de l'œuvre. Un topos, l'impossibilité d'écrire et l'écriture malgré tout, que le 20e siècle a décliné en différentes expériences. On peut penser au plus typique, la foirade chez Beckett, la défiguration du langage et l'humus de l'herbe chez Artaud, c'est son expression, ainsi que tout un mysticisme du langage, mysticisme sans rédemption, bien sûr, qui tente, comme chez Duras, de parler à partir d'un vide de la parole, de ce dont on ne sait rien. Donc, sortir de l'œuvre, comme on tente de sortir de l'œil narcissique chez Caïn, et plus précisément dans les aveux non avenus, parce que le « je » pris dans le « moi » comme le pris dans l'eau, de œil et de œuvre, ce « je » est aussi pris dans le kaléidoscope de ses élaborations. Sortir de l'œuvre, c'est-à-dire sortir d'un faire-œuvre traditionnel qui ne se réduirait qu'à cette litanie machinale de la pensée, mais surtout arriver à donner à la création la forme de l'insuffisance du sujet. Car Narcisse incarne chez Caïn l'insuffisance de son propre regard. Donc, à la sauver l'œuvre de sa propre asphyxie, du tourner en rond de l'écureuil dans sa cage, en faire une œuvre de méprise, d'aveuglement voyant, revendiquer l'infirmité de sa propre forme, afin que dans cette ouverture, l'écriture garde quelque chose de vivant, appelé à se transformer encore et encore, comme écrit Caïn, dans les mains de chaque nouveau-né. D'où le mode de l'interruption qui prévaut dans le texte et procède à la révocation continuelle de l'inscription. On pourrait dire qu'il s'agit là du projet des aveux, du moins c'est ce qu'il exprime.
mais nous ne pouvons en rester là à ce que le texte exprime, car le texte des aveux s'écrit aussi dans un désir et un besoin de s'écrire, une compulsion à s'incarner à répétition. D'ailleurs, Mme Kalgruber parle à propos de l'œuvre photographique de Caïn est mort dans un texte d'il y a quelques années comme l'autoportrait d'une désistance du sujet, d'un désistement du sujet. Je la cite, « Moins le corps est là et plus on l'a à l'œil. Plus il est innombrable, grain de sable, moins il est effaçable. Gravé dans le sable, et là on n'a plus l'affiche, j'ai trouvé ça très bien quand j'ai vu l'affiche. Gravé dans le sable, c'est l'autoportrait d'une désistance du sujet. » Un désir de s'incarner, donc, mais un désir à entendre cette fois dans le sens freudien, psychanalytique, d'un au-delà du plaisir. Un désir qui prend ancrage dans la douleur du sujet écrivant. Et encore là, je vous demande d'entendre sujet écrivant dans tout ce que ça a de problématique d'une notion classique du sujet. L'écriture n'est-elle pas chez Caïn une façon de se donner un autre corps où souffrir? Un corps dans lequel éprouver et donner forme à une douleur illocalisable, informe, intemporelle, le corps de la langue. On peut, en partant de cette idée, se demander si l'œuvre ne finit pas par absorber, ingérer toute extériorité potentielle dans le système de sa jouissance infernale, dans sa douloureuse délectation. Et si, dans l'impasse de l'œuvre, ne se joue pas justement sa jouissance? Ne répondons pas tout de suite. Et puisque ce colloque tente de penser un héritage commun à Marcel Mauss et Claude Caïn, posons cette question dans le seul langage qui lui convienne, celui de l'amour. Donc, le regard photographique, le rôle de Marcel Mauss, permet-il à l'œuvre caïnienne, au faire-œuvre caïnien, et pour le dire naïvement, de sortir d'elle-même, ou au contraire, cette dernière, l'œuvre donc, incorpore-t-elle, cannibale, non seulement l'image, mais le regard de l'autre et sa lecture du moi, se saisissant d'elle et l'entraînant dans la ronde machinale, infernale de l'écriture. L'amour, ou le désir, offre-t-il cette tangente promise en vain par les prophètes, ou est-on seulement, comme l'écrit Caïn, prophète de soi-même? Donc, je voudrais d'abord expliquer un peu ce que je veux dire par souffrir dans le corps de la langue, parce que c'est pas si évident. La lutte avec soi-même chez Caïn est donc celle de l'œuvre contre sa propre forme, se passe bien sûr en grande partie sur le plan du corps. Matière honteuse, obstacle à la pensée, le corps est déjà passé sous les dents d'une modernité qui dénonce le naturalisme et célèbre le culte dandy de l'artifice. Je cite Caïn, « Que d'artifice en moi, si peu de primitif, plus de gourmandise que de faim. » Chez Caïn, ce mépris du corps sert bien sûr de prétexte, de ruse presque, pour malmener l'âme, la conscience aussi. La conscience aussi périmée que la matière corporelle, et donc un prétexte d'incarnation, douloureuse incarnation. Je cite Caïn, « En procédant par élimination, qu'est-il encore de nécessaire en moi? Qu'est-il de nécessaire en moi? Assurément pas l'âme, ni ce désir, ni ce regret. J'en ai promptement eu raison. L'étoffe est mal taillée, j'entends qu'on la régularise. Coup de ciseau maladroit, bah, de l'autre côté, en retouchant un peu, nous retrouvons une ligne parallèle. Tant pis pour le droit fil. Une tâche, on va la supprimer. Rognons encore. » Le texte, et en lui la langue, devient le lieu où est rejoué ce découpage, taillage, rognage frénétique des corps. Frapper la syntaxe et le rythme et le verbe, un grand coup pour en tirer l'eau de mort, vous aviez déjà cité hier, mais on ne l'a jamais cité assez. Or, les textes caïniens, en comparaison avec les démarches créatrices qui la précèdent immédiatement, on a parlé beaucoup de la poésie et du symbolisme en général hier, ainsi que ses contemporaines qui l'entourent, le surréalisme, certes, mais aussi quelqu'un comme Artaud, ne malmènent pas tant la syntaxe. Donc, les textes caïniens ne malmènent pas tant la syntaxe en tant que telle. En regard du sectionnement syntaxique opéré par les poètes modernes, la phrase de Caïn défie la structure, tout en s'y soumettant. Le désordre est calculé, ne bascule jamais dans l'anarchie. Si le texte se fait dramatique, la mise en scène soumet le corps de la langue à sa propre contrainte, sans émancipation possible. Mais ce n'est pas l'émancipation que cherche la langue de Caïn. Les parenthèses et les tirets qui se multiplient en dissociant, complexifiant la trame de parole ne font que faire ressentir plus fortement la contrainte de la syntaxe linéaire, sans la renverser. C'est sentir la violence du système linguistique que veut le texte.
Le langage, guillotine qui force à trancher, à se choisir un corps définitif, sert de miroir pour rejouer l'humiliation d'une corporalité toujours inadéquate, qui dépasse des catégories, qui n'obéit pas au totalitarisme linguistique. Miroir du langage, mais comme le demande Caïn, où mettre le teint? Du côté du monde, l'heure de l'objectivité, du côté du moi, l'heure narcissique. Si Caïn choisit de casser les vitres et d'en faire un vitrail, l'écrivain doit faire dans la conscience de ce double leurre. Or, comme Caïn l'écrit ailleurs, l'œuvre nécessite une croyance, quelle qu'elle soit. C'est l'élan qu'il faut à l'écrivain pour prendre le risque de l'œuvre, pour se soumettre au péril de la création. Je cite Caïn. « Derrière chaque œuvre, il y a la foi. Peu m'importe laquelle, il m'en faut une. Sans elle, tout se nie, tout se tait, les bouches se rétractent. La destruction même demeure en suspens. Mes cheveux, mes ongles s'arrêtent de pousser. Les morts ont sûrement quelque obscure croyance. » Et c'est justement cette conjonction de la foi et du quelconque, de l'interchangeable, qui fait de l'écriture une aventure périlleuse, car on met sa croyance, son destin, là où rien ni personne ne la recueillera. Croire, appeler intransitif. Sauter, s'efforcer de mettre dans le vide, comme dit Caïn. Or, chez elle, le réflexe critique, on en a parlé hier, empêche ce saut dans le vide, regarde au bord du gouffre tout en gardant un pied sur une parcelle de terre ferme, même s'il ne reste qu'une île minuscule. Même le renoncement à la vérité dans lequel s'écrivent les aveux non avenus se fait dans un rapport au langage où l'artifice est traqué sans être franchement célébré, où le scalpel critique est aiguisé, mais avec le rictus du ridicule. Un rapport au langage qui écartèle le sujet écrivant entre deux territoires où il aura toujours forcément tort. Coupable d'incohérence sur la terre ferme de la maîtrise du langage, d'un langage philosophique, critique, et coupable d'impiété sur les eaux de la poésie. La triade d'Orige, pour moi, d'Orige, son maître et l'amant poète, illustre ce rapport. Besoin d'avoir à la fois l'amant déraisonnable, narcissique de la poésie pour le décevoir, ne jamais avoir le courage de s'enfuir avec lui, mais décevoir aussi le maître. Je cite dans ce passage, « Regard, contact, idolâtrie, mensonge, tu me fais remarquer là des enfantillages. » En parenthèse, discours du maître. Donc, c'est Orige qui parle. Donc, envoyer au maître par une méprise calculée, cruelle, les lettres adressées à l'autre, les séjours pris du côté de la muse, pour revenir s'humilier auprès de la raison. Orige écrit les mains sur les brides du langage, mais comme dans l'image du photomontage que je voulais vous projeter, les brides sont coupées. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans le photomontage ces mains d'Orige qui conduisent le char, mais dont les brides de la statue par le temps, par l'histoire, sont coupées. Donc, écrire chez Caïn correspond à garder la maîtrise d'une machine incontrôlable. Avoir tort dans tous les camps, mais l'échec n'en est-il pas que plus contrôlé? En effet, en observant les tentatives désespérées de différents auteurs et artistes au courant du 20e siècle, cette tentative de s'écrire malgré tout, la démarche littéraire caïnienne n'en apparaît que plus singulière, une démarche que j'appellerais contre-mystique, pour en revenir toujours trop tard à l'amour et au désir. Donc, on a évoqué hier la poétique des ruines de la civilisation, la crise de la transcendance, qui est le contexte aussi dans lequel écrit Caïn. Or, le 20e siècle, davantage peut-être après la guerre, dans la deuxième partie du 20e siècle, sera aussi celui d'un mysticisme proprement langagier, dont Wittgenstein en philosophie est une figure centrale, mais qui dépasse la philosophie, justement, et un mysticisme littéraire, on pense ici à Duras, et de ce dont elle parle notamment dans l'introduction On a vu naître comme d'un appel au-dessus du gouffre. Je vous cite quelques expressions de cet appel au-dessus du gouffre. Donc, je cite Duras. « Ce premier mot, ce premier cri, on ne sait pas le crier. Autant appeler Dieu. C'était possible. Et cela se fait. » Pour Duras, parler au-dessus de ce gouffre, écrire, donc, implique de se rendre pareil, je la cite, à ce dont nous ne savons rien. Il ne s'agit donc pas simplement d'écrire à propos de ce non-savoir, mais de prendre la parole à partir de ce rien. Autant appeler Dieu, c'est-à-dire autant se dissoudre dans le néant. C'est l'appel lancé dans le gouffre, le cri, qui déclenche la jouissance. Et maintenant la version caïnienne. Ne veux pas te pencher sur autrui. Prends garde à l'appel du gouffre. Je risque de tomber en écrasant quelqu'un.
Dieu est invoqué constamment dans les aveux, mais pour le laisser là, sur le pas de la porte, ridicule, une fois qu'on lui a donné un visage grotesque, trivial. Le texte incorpore l'absolu, l'incarne dans l'exception, dans le rire. Mais dans ce visage divin boudé, reste un point non fardé, l'œil de Dieu qui pourrait, conditionnel, donner une image inédite, impossible à défaire, peut-être ce noyau d'ivoire dont on parlait hier. L'œil de Dieu comme l'appel de Dieu chez Duras, c'est-à-dire l'espoir d'un regard autre, d'un regard à la fois aimant et sévère, j'aurais envie de dire intransigeant, un espoir dans lequel le sujet et l'œuvre pourraient s'ouvrir à l'inconnu incontrôlable. Ce noyau d'ivoire serait ombilical, point de contact avec l'inconnu, là où la jouissance ouvre le sujet à l'autre. Mais chez Caïn, il y a toujours trop de corps pour pouvoir se dissoudre. La parole est comme l'âme incarnée comme un ongle. L'absolu est une matière plastique que l'on ramène à soi, l'idéal est sommé d'apparaître pour le décevoir. Le tu, qui figure dans les aveux comme adresse, destinataire du livre aussi, mais peut-être d'abord comme co-signataire, représenterait peut-être une autre possibilité de cette sortie de l'œuvre. Je voudrais laisser la question ouverte. Ou plutôt, je voulais, mais j'ai rajouté cette phrase d'hier, je me dis que les discussions d'hier me poussent à prendre ici un peu le rôle de l'exagération, quitte à avoir tort et à être dans cette voie discordante, mais seulement pour faire entendre une autre possibilité. Donc, être bourreau et victime de soi-même, quel rôle cela laisse-t-il à l'autre? Un autre à entendre comme l'être aimant, comme le regard extérieur, le regard photographique de Marcel Maury, mais aussi à un niveau plus abstrait, l'autre du texte que serait l'image, fonctionnant selon d'autres lois, d'autres croyances et idolâtries. Cette altérité que traque Caïn jusqu'au dernier retranchement de l'intimité est toutefois relayée au rôle de témoin de la violence du sujet envers elle-même, lui livre des images d'elle, projette le moi à mutiler, à découper, à ravauder. Et comme preuve que les images de mort sont dans les aveux cannibalisées par la logique littéraire de l'écriture, nous n'avons, à une exception près, parlé de ces images qu'en mots, sans les montrer, comme si d'écrire suffisait, comme si le regard ne procédait pas d'un acte radicalement différent de la parole, méduse qui défait la pensée. Prévoir l'échec de l'œuvre, c'est-à-dire inscrire l'écriture sur le signe de sa propre révocation, n'est-ce pas aussi une façon de se parer contre le péril des accidents, contre le chaos incontrôlable? Elias Canetti, pour qui l'œuvre littéraire moderne, en anticipant et planifiant sa propre destruction, par avance, si on veut, se protège dans un système défensif contre les forces chaotiques qui échappent à son contrôle et qui menacent constamment son intégrité, écrit que le plus difficile est pour l'écrivain de trouver un trou par lequel échapper à son propre système. Alors, non pas que l'œuvre, je ne voudrais pas que vous compreniez ça dans mon propos, non pas que l'œuvre de Caïn se préserve du chaos, au contraire, mais peut-être que justement, pour faire face à la tempête sans couler, doit-elle d'abord boucher les issues du navire. Je voudrais vous laisser sur une citation de Kathy Hacker, qui est selon moi aussi peut-être ce que j'appelle comme une héritière, pas illicite, mais non officielle de Caïn, parce que je pense que justement, sa démarche va peut-être plus dans cette sortie de l'œuvre là, mais c'est peut-être une question d'époque aussi. Donc, dans The Following Myth of Romantic Suffering Has to Be Done Away With, elle commence le texte en disant « Writing must be a machine for breaking down, that is, allowing the now uncontrolled and uncontrollable reconstitutions of thought and expressions. All other kinds of writing simply express. » Et je trouve que, j'ouvre la discussion là-dessus, mais je trouve que justement, j'aurais aimé imaginer une rencontre entre Kathy Hacker et Caïn, et ça, justement, c'est à nous de susciter ça, mais il y a cette tension entre la machine du langage et qui est faite pour, justement, breaking down. Donc, se défaire. Donc, je me tais. Merci.